Vous regardez New World Info. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage au Bénin. Une trentaine de personnes, majoritairement des militaires, ont été écrouées après avoir été arrêtés en lien avec la tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre. Selon des sources judiciaires, les personnes arrêtées sont notamment poursuivies pour trahison et attentat à la sûreté de l'État. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Alors, mais que sait-on avec certitude à ce stade de l'enquête des événements du 7 décembre? Sur l'enquête, on ne connaît pas grand-chose puisque quand on fait ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, ils ont ce secret qu'ils maintiennent, ils ne disent pas du tout ce qui se passe. On est dans une étape préliminaire, il est bon qu'on respecte un certain nombre de principes. Il y a 31 personnes qui ont été arrêtées, c'est clair, c'est net, mais c'est bon qu'on fasse la différence quand même. Arrêter quelqu'un ne signifie pas que la personne est automatiquement coupable. Il y a ce principe qui est là par rapport à l'innocence de la personne qu'il faut d'abord respecter. Ça sera au tribunal de décider de la culpabilité ou pas de la personne. Mais dans les faits, il y a surtout des militaires qui ont été arrêtés. Quand vous regardez les médias béninois, on dit 30 militaires, un civil, 31 militaires, un civil. Le chiffre bouge un peu. Ce qui est sûr, ceux qui ont été arrêtés ont été conduits au niveau de la CRIEF qui les a entendus, puisque c'est eux qui s'occupent de ce genre de situation. Et après la CRIEF, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Mandat de dépôt parce que tous les éléments ne sont pas encore réunis. Il va falloir maintenant ce qu'on appelle une enquête approfondie pour pouvoir savoir clairement, en dehors de l'événement lui-même, les faits qui se sont déroulés le 7, qu'est-ce qui s'est passé, puisque quand c'est comme ça, on ouvre qui est derrière, qui n'est pas derrière, qui est complice, qui a financé, d'où viennent les armes. Quand c'est des affaires d'État, l'enquête est particulièrement lourde. Et le Bénin qui a vécu donc une tentative de coup d'État présumée le 7 décembre dernier, mais le pays était jusqu'ici considéré comme étant à l'abri de ce risque. Oui, il est vrai qu'un coup d'État au Bénin peut surprendre. N'oublions pas que le Bénin a fait école en Afrique de l'Ouest dans ce qu'on a appelé les vents de démocratisation à travers la conférence nationale. On a vu comment le Bénin a organisé des élections, on a vu comment la liberté d'expression, de manifester, il y a plein de choses qu'on a vues au Bénin qui faisaient que on pouvait se dire, eux au moins ils ont tourné la page au niveau des coups d'État. Il faut reconnaître qu'avec le second mandat du président Talon, on a recommencé à voir des problèmes auxquels les Béninois n'étaient plus habitués. Ce que moi j'appelle la judiciarisation de la politique. Quand on veut régler un problème politique, parfois on se fait aider par le droit, ce qui n'est pas juste du tout, puisque après, on ne sait plus qui fait quoi dans cette affaire-là. Il y a eu des arrestations au Bénin. Vous avez des Béninois qui se sont exilés parce qu'ils ne peuvent plus rester dans leur pays. Vous avez la dernière étape avec l'élection présidentielle où le candidat des démocrates a été exclu. Beaucoup de gens considèrent que c'est le pouvoir, bien que des preuves concrètes, parce qu'il faut être clair sur cette question, des preuves concrètes ne sont pas fournies, d'autant que le candidat lui-même, quand il faisait sa déclaration, il a dit qu'il n'est pas candidat à cause de son propre parti. Puisqu'il y avait effectivement des problèmes internes au niveau du parti. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde à qui profite ce qui s'est passé, ce n'est pas au président Talon, puisqu'il ne va pas avoir un autre mandat, il a été clair là-dessus, mais il va faire passer son dauphin. Donc même si c'est indirectement, il fait partie de ceux qui vont profiter de cette situation qui a été créée de sorte que les démocrates, chez qui on attendait le candidat qui peut tenir tête au candidat du pouvoir, finalement, n'ont pas de candidat. Et ce type d'événement s'inscrit dans un contexte régional marqué par des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi l'affaire au niveau du Bénin est-elle particulièrement sensible, notamment en raison du profil des personnes arrêtées qui sont en majorité des militaires? En fait, n'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, il y avait eu, disons, tentative de coup d'État, parce qu'il y a eu des condamnations lourdes même à la réclusion criminelle, avec l'affaire Boko, mais il n'y avait pas une prise d'armes. C'est un peu les coups d'État qu'on a étouffés plutôt dans le... Il a plutôt s'agi aussi, ils ont plutôt parlé de complot. Voilà. Donc il n'y a pas eu ce qu'on a vu le 7, où on a vu carrément un processus d'une prise du pouvoir par les militaires et par les armes. Puisqu'on a tiré, ce n'est pas
ce n'était pas du jeu. On est allé faire une déclaration au niveau de la télévision. Donc on est ici en face, en bonne et due forme, d'un coup d'État qui n'a pas abouti. Cela fait que les deux sont toujours des coups d'État, puisque c'est comme ça qu'on peut les appeler, mais il faut reconnaître clairement que celui du dimanche sera jugé d'une façon particulièrement différente par rapport à l'autre, où les gens ont eu des peines, je ne me rappelle plus, d'une vingtaine d'années de réclusion criminelle. Bon, il faut voir combien d'années auront ceux qui ont pris les armes face à une telle situation. Donc il y a cette particularité qui est là. Cette fois-ci, c'est un coup d'État. C'est vrai que dans la sous-région, il y a eu plusieurs coups d'État. Il y a eu également plusieurs tentatives de coup d'État, puisqu'on en a entendu parler en Guinée-Bissau avant de voir un coup d'État. On en a entendu parler au Burkina, au Mali, au Niger, où on dit tout le temps il y a une tentative de coup d'État, quelqu'un est là, il était venu pour ça, etc. Il y a cette atmosphère qui fait que peut-être la CEDEAO s'est dit, mais attendez, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Raison pour laquelle on a assisté ici à quelque chose de plutôt rare de la part de la CEDEAO, une prise de décision rapide et une action presque instantanée après une prise de décision. Alors que c'est ce qu'on leur reproche tout le temps, ils interviennent avec énormément de retard le plus souvent, au lieu d'être proactifs, et souvent même la prise de décision, l'action ne suit pas, mais en plus il y a cette façon de faire avec ce qu'on peut appeler un double standard, où quand on regarde toutes les actions de la CEDEAO, on a parfois du mal à savoir quel est l'instrument de mesure, parce que ici on a agi de telle sorte, là-bas on a agi d'une autre sorte, ce qui pose un problème de crédibilité pour la CEDEAO. Espérons que finalement ils ont retenu la leçon de toutes les critiques. Et plus de 300 officiers seraient impliqués dans ces tentatives de coup d'État au Bénin. Et que révèle cela, selon vous, de la situation que vivrait l'armée béninoise? En fait, il y a deux choses ici. C'est comme si c'est un camp, puisque les tirs de l'avion du Nigeria étaient dirigés vers ce camp. Est-ce que tous les militaires de ce camp étaient dans le coup ou pas? C'est quelque chose qu'il faut clarifier. Les 300 hommes, c'est tout un bataillon. C'est pourquoi à un certain moment, les gens parlaient de mutinerie même. Parce que généralement, quand c'est eux qui se soulèvent en même temps, on parle de mutinerie, mais on était ici en face de plus qu'une mutinerie, parce que quand on va attaquer le palais présidentiel, c'est pour prendre le pouvoir. Quand on fait une déclaration, c'était très clair, c'était pour prendre le pouvoir. La mutinerie, d'habitude, c'est la grogne des militaires avec les armes pour réclamer un certain nombre de choses. Il y a une chose qui est claire, quand c'est ceux qui sont chargés, parce que c'est eux les forces spéciales, de la lutte contre le terrorisme qui réagissent de la sorte, il y a problème quelque part. Où se trouve le problème? Quand on se rappelle la déclaration qui a été faite par ceux qui tentaient de faire le coup d'État à la télévision, ils ont dit qu'on a laissé les militaires là-bas, on ne s'occupe pas d'eux comme il se doit, etc. Moi je dis il faut faire attention, il y a des arguments qu'il ne faut jamais confirmer pour défendre un coup d'État. Parce que sinon, il y a des problèmes au nord du Togo, on va dire qu'il y a des raisons pour faire un coup d'État. Il y en a en Côte d'Ivoire, on dira qu'il y a une raison pour faire un coup d'État. Mali, Niger, Burkina, bien que les militaires ont pris le pouvoir, ils n'ont pas réglé le problème de sécurité, donc il faut faire un coup d'État. Nigeria n'a pas réglé le problème de Boko Haram, il faut faire un coup d'État. Je crois que quand on donne des arguments aussi, il faut faire attention quand on valide des arguments ou dans la validation, on risque d'avoir après un problème de cohérence par rapport à ce que l'on valide. Quand des militaires ont des problèmes sur le front, ce qui pour moi est extrêmement grave, parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'aller donner leur vie pour nous protéger et nous ne les mettons pas dans les conditions de pouvoir se protéger eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils se protègent d'abord avant de pouvoir nous défendre. Mais qu'est-ce qui est réel dans ça ou pas? Je me dis qu'il y a de quoi faire ce qu'on appelle une enquête de gendarmerie, de police, pour qu'on sache clairement qu'est-ce qui se passe au nord du Bénin. Si ce qui a été dit dans la déclaration est vrai, il y a correction véritable à faire, surtout que cette question du terrorisme est en train de s'étendre de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Et quel impact cette affaire peut-elle avoir sur la stabilité en politique du pays, mais surtout en matière de confiance des citoyens envers les institutions du pays? Pour le moment, on ne voit pas grand-chose parce que, contrairement à ce qu'on a vu ailleurs, on n'a pas senti le peuple béninois se lever soutenir le coup d'État. Qu'est-ce que cela signifie?
Est-ce que c'est la leçon que le Bénin a tirée de tout ce qui s'est passé auparavant, de sorte que vous avez une sorte de bloc, société civile, les partis politiques, même les démocrates qui ont été écartés des élections, ont très tôt dénoncé le coup d'État. Yahi Boni a fait une déclaration revenant sur le fait que ce sont les démocrates. Eux, ils ne sont pas d'accord avec la prise du pouvoir par les armes. Ils sont pour l'accès au pouvoir par les urnes, etc. On a vu beaucoup de partis faire la même déclaration, beaucoup d'organisations de la société civile faire la même déclaration. Mais si c'est le peuple béninois qui est arrivé à cette maturité en disant nous avons fait un choix pour la démocratie, nous avons fait un choix pour l'accès au pouvoir par les urnes, nous n'allons pas faire machine arrière par rapport à cela, mais c'est une très bonne chose. Mais c'est quoi le fond de la chose? Il faut continuer à s'interroger parce que les choses sont allées très vite, juste en une matinée. Ou parfois même, vous avez des Béninois qui sont restés dans la confusion jusqu'à ce qu'on leur dise finalement le coup d'État a avorté. Ils ne savaient plus les choses étaient allées dans quel sens ou dans l'autre. Vous avez quelques Béninois qui, eux, ont soutenu le coup d'État. Bon, ils ne font pas partie de ces 31 personnes, mais il y en a qui ont été convoqués, puis libérés et qui attendent encore d'être convoqués à nouveau. Comment est-ce que, selon vous, le pouvoir exécutif doit-il communiquer sur ce dossier pour éviter à la fois la méfiance, mais surtout la désinformation en ce qui concerne où se trouve aujourd'hui le lieutenant-colonel Tigri? Aucune information, mais beaucoup pointent du doigt les pays voisins. Il y a une chose qui est claire, quelqu'un qui fait une tentative de coup d'État et qui échoue, son premier réflexe, c'est de se cacher. Après la cachette, bon, quand on veut se cacher dans son propre pays, vous voyez comment c'est compliqué, c'est de traverser la frontière la plus proche. Qu'on se rappelle de la Guinée, quand les prisonniers se sont évadés dans l'affaire d'Addis Camara au niveau du procès, qu'est-ce qui a été fait? C'était de traverser la frontière. Donc ça, tout le monde connaît cette logique. La première chose, c'est de quitter le pays. Et on cherche la voie la plus rapide et la plus cachée aussi, parce qu'on ne prend pas le chemin officiel quand on veut se cacher dans ce genre de situation. L'absence d'information crée maintenant le fait que chacun dit ce qu'il veut. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore une information de source qui permet de dire qu'il se trouve dans tel pays, ou même qui permet de dire qu'il n'est pas, jusqu'à présent, au Bénin. Puisque chacun y va à sa façon, on l'a dit tantôt au Togo, tantôt au Burkina. Il est dans quel pays? Pour le moment, je n'ose pas dire c'est lequel parce qu'il n'a pas réagi et très certainement il ne le fera pas dans l'immédiat. Et les autorités béninoises ne l'ont pas localisé jusqu'à présent dans un pays déterminé. Cette affaire pourrait-elle conduire à des réformes profondes ou à un renforcement du contrôle au sein des forces armées béninoises? Malheureusement, un coup d'État militaire pose toujours un énorme problème dans un pays. Si on revient à ne pas avoir confiance aux militaires, on se retrouve encore avec ce qu'on appelle les gardes prétoriennes, où le président se fait entourer de personnes de confiance, qui souvent même vont être mieux armés que les autres, et on se retrouve dans une situation où tu as pratiquement une autre armée à l'intérieur de l'armée. Avec ces coups d'État de proximité, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, où celui qui a fait le coup d'État par rapport au président de la République est celui qui était le plus proche, c'est-à-dire celui qui est censé ouvrir la porte et fermer la porte pour lui. On a vu beaucoup de chefs d'État, leur première ligne de protection, ce ne sont même plus des nationaux, ce sont des étrangers. En fait, on risque de se retrouver dans ce genre de situation et pour moi, c'est dommage. Le rôle d'une armée, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Le rôle d'une armée, c'est de protéger un pays, c'est de défendre des principes. Mais dès que les militaires commencent à prendre le pouvoir, ça crée maintenant ce problème où on risque d'avoir une armée à l'intérieur de l'armée. Et après, c'est les mêmes militaires qui vont se plaindre qu'on a une armée à deux vitesses, alors que le président va vouloir finalement se mettre en sécurité contre ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Et ces événements surviennent à la veille des élections générales dans le pays. Bon, c'est là où il y a ce qui est assez incompréhensible sur le timing du coup d'État. Si le président Talon, après la réforme de la Constitution, avait utilisé ce juridisme, j'allais dire bidon,
qui consiste à dire on a réformé la Constitution. Donc le premier mandat était dans l'autre Constitution. Donc on est dans une nouvelle Constitution. On remet je ne sais quel compteur à zéro. On aurait pu dire, mais attendez, le monsieur-là, il déborde. Il dépasse les limites. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. C'est vrai, il a choisi un dauphin. Bon, moi, mon avis est clair là-dessus. Je suis contre les dauphins, aussi bien dans les partis qu'au niveau du pouvoir. Il faut laisser les gens choisir librement en utilisant la démocratie dont on dit qu'on y croit. Il faut l'utiliser jusqu'au bout. Il ne faut pas en prendre une portion et puis laisser l'autre parce qu'après, on ne sait plus à quoi cela va ressembler. Ça fait que c'est curieux que ça arrive en ce moment. Puisque si c'était pour faire partir Talon, il partait. C'était clair qu'il partait. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire le contraire? Mouiller le maillot, descendre sur le terrain, faire la communication qu'il faut avec les Béninois pour que les Béninois enlèvent non pas Talon puisqu'il n'est pas candidat, mais celui qu'il a choisi comme dauphin, qu'on peut considérer comme un continuateur de l'œuvre de Talon. Mais je me dis que c'est ça une république, c'est ça la démocratie. Maintenant, souvent, on veut enlever des gens qui sont au pouvoir, soit l'opposition n'a pas les bonnes stratégies, soit l'opposition ne mouille pas suffisamment les maillots parce que ce n'est pas à la télé qu'il faut se mettre à parler, c'est tellement facile d'être devant les micros et les caméras. Quand on veut gagner des élections, on descend sur le terrain pour convaincre les populations avec des critiques objectives par rapport au pouvoir en place, qui est un bilan à défendre, mais en ayant également une offre à proposer aux populations. Et il faut reconnaître que sur ce plan-là, beaucoup de nos partis d'opposition souffrent pour respecter ces conditions et pouvoir alterner les pouvoirs qui sont en place. Mais quelles leçons le Bénin peut-il tirer de cet épisode pour consolider durablement sa démocratie, mais également la sécurité? C'est très tôt pour le dire. Je me dis qu'il y a de la réflexion là-bas actuellement sur comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Le souci, c'est la réflexion va aller dans quel sens? Il ne faudrait pas qu'on regarde les effets et qu'on oublie les causes. C'est-à-dire qu'on regarde, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir, on va cadenasser pour que les militaires ne soient plus en mesure de prendre le pouvoir. Il faut regarder également du côté de pourquoi les militaires prennent le pouvoir. Quand on règle le pourquoi, mais généralement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, mais quand les causes ne sont plus là, les effets, c'est-à-dire le coup d'État, on ne le verra plus. Donc il ne faudrait pas que la réflexion soit une réflexion contre des militaires, parce que ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, mais il faut que ça soit une réflexion globale pour s'interroger sur pourquoi il y a coup d'État au Bénin. En ce moment, on peut effectivement trouver une solution pour éloigner les coups d'État du Bénin. Merci. Moi, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.